Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais qu'est-ce que la paternité? On en parle ce matin avec Martin Stephens. Bonjour Martin Stephens. Bonjour. Et donc vous avez un CV, on va dire, impressionnant. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur agrégé de philosophie, vous êtes spécialiste de la philosophe Simone Veil. Alors ça, il faudra que vous reveniez dans notre émission pour en parler. Mais vous avez écrit Petit traité de la joie, qui a reçu le prix de la littérature religieuse, reçu en 2016 pour Rien que l'amour. Et vous avez écrit aussi Tu seras un homme aux éditions du Cerf en 2021. Mais vous être avec nous pour ce livre Être père, c'est aux éditions Salvator. Donc si vous cherchez un livre à offrir dimanche à votre père, Être père de Martin Stephens aux éditions Salvator. Alors c'est un ensemble de petites, une cinquantaine de méditations, voilà, qui explorent les richesses de la paternité. Alors vous dites être père, c'est tout d'abord, c'est être percé, c'est s'abaisser, c'est unifier sa vie, c'est être persécuté. Alors on en parle tout de suite. D'abord, vous commencez le livre en disant être père, c'est tout d'abord être percé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? C'est simplement que quand mon éditeur m'a proposé d'ajouter ma pierre à cette collection, ça a commencé par être mère C, bon, et puis d'ajouter ce deuxième volet, être père C, j'ai tout de suite entendu être percé. Et en effet, il y a quelque chose, je crois, et vous avez choisi une chanson de Sardou que je ne connaissais pas, qui raconte un peu ça, que la paternité, c'est une expérience, mais c'est une expérience que nous ne faisons nôtre, pour qu'elle devienne la nôtre, qu'au fil du temps, c'est-à-dire peut-être que au fil de ce temps, elle ne cesse de nous échapper, cette expérience, et finalement, il y a quelque chose, en effet, comme le tonneau percé. On aimerait bien retenir tous les souvenirs, on aimerait bien retenir ses enfants, on aimerait bien, en effet, que le foyer confonde soit toujours un lieu de rassemblement, et en même temps, on est voué à être dans la relation, c'est-à-dire dans quelque chose qu'on doit en même temps laisser échapper, voilà, quelque chose dont nous ne jouissions qu'à cette condition d'accepter que ça ne dépend pas que de nous et qu'on ne peut pas le posséder. Et justement, vous dites que être père, ce n'est pas suivre un programme, qu'il y a des erreurs, qu'il y a des maladresses dans l'éducation. Il y a un des chapitres qui dit être père, ce n'est pas une technique. Alors voilà, c'est une période où on est tenté de tout contrôler, et le père, finalement, il ne peut pas tout contrôler dans l'éducation de sa famille, il ne peut pas tout gérer dans l'éducation de ses enfants. Oui, en réalité, ce qu'on demande à un père, et qui est à la fois le plus évident et le plus difficile, c'est une présence constante. Finalement, quand on devient père, on comprend que la grande aventure, c'est de ne pas multiplier les aventures, et que le grand engagement, c'est aussi de ne pas multiplier les engagements, qu'il y ait comme une base continue de notre vie, qui est la fidélité à notre couple, et sur laquelle viennent se poser un certain nombre d'oiseaux, je pourrais dire, d'enfants, d'amis, etc. Et donc, en effet, cette présence, elle a quelque chose de la grande aventure humaine, qui est non pas tant de partir à l'aventure. Je crois même d'ailleurs qu'on ne part pas à l'aventure, que l'aventure à laquelle on part, en réalité, nous ressemble trop. Je crois que l'aventure, c'est celle qui vient nous chercher. Et être père, c'est promettre, en réalité, c'est pas grand-chose et c'est énorme, promettre à son épouse et à ses enfants d'être toujours là pour eux. Et donc justement être toujours là, et même de perdre du temps. Il y a un chapitre qui s'appelle Apprendre à perdre du temps. Alors dans notre société, c'est pas possible de perdre du temps. On n'a pas le temps de perdre du temps. Ouais, oui, c'est cette chose étonnante que on ne peut donner du temps qu'à condition de le prendre, ce temps, de décider de circonscrire dans sa journée un temps dédié, un temps consacré. Et en même temps, on ne prend le temps que si on accepte par avance de le perdre. Si je veux prendre un moment avec mon fils pour une conversation en profondeur, et je lui dis, voilà, j'aimerais bien qu'on passe un moment ensemble, par contre, je n'ai que 20 minutes, donc on va faire vite, eh bien, ce temps-là, je ne l'aurais pas pris parce que je n'aurais pas accepté par avance de le perdre. Et
Et ce qui moi me fascine dans l'expérience du père, c'est à quel point, c'est Charles Péguy, il disait, on est l'otage d'autres que nous, et on est à la fois l'autre, ce qui accueillons d'autres que nous-mêmes dans notre vie, cet enfant qui va creuser notre vie, la mener bien plus loin que notre petit projet, et en plus, en effet, on n'est plus le propriétaire de son emploi du temps. Et il y a un petit jeu de mots que je fais entre l'agenda, qui est l'ensemble des choses que je dois faire, agenda, ce que je dois faire en latin, et ce qui doit être fait. Et je transforme cet agenda en patienda, tout ce qui va venir à moi et que je vais devoir pâtir. Et ça commence même tout bêtement par l'enfant qui perd une dent, et il faut trouver de la monnaie pour le lendemain matin. Voilà, l'enfant qui a besoin de parler en profondeur alors qu'il est 23 heures et qu'on est fatigué, etc. Et vous cherchez un milieu entre le paternalisme qui en fait ne permet pas aux enfants de se déployer complètement et le pater familias qui lui serait un autre carcan. Et comment trouver le juste milieu entre un paternalisme qui peut être trop un maternalisme en fait finalement et un pater familias qui peut être trop autoritaire, trop cassant dans l'éducation de ses enfants? Je crois qu'on trouve le juste milieu, un peu comme il en va avec la marche. C'est Stanislas Breton, il disait la marche est une chute rattrapée. Et je crois qu'en réalité, on passe du papa poule au papa loi, au pater familias, c'est que entre les deux, entre ces deux pas qui se posent mais qui appellent l'autre dans un déséquilibre, eh bien entre les deux on marche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on marche quand même vers quelqu'un, un peu comme quand on a appris à marcher, qu'on a accepté de quitter ces 3 points d'appui, les 2 pas au sol et un pas sur le mur pour se laisser simplement guider par la voix qui nous appelle, la voix de notre père ou de notre mère. Allez, viens. Et on se met à marcher, c'est-à-dire à tomber de pas en pas. Et bien de la même façon, on marche, et là on marche vers l'enfant. On marche vers l'enfant, et je crois que voilà, ce rythme, cette mesure, on la trouve finalement au fur et à mesure. Et vous dites être père, c'est savoir s'abaisser. Alors c'est justement ce qu'on peut reprocher, c'est de se dire que le père est déjà assez abaissé, n'a plus assez de rôle dans l'éducation de ses enfants. Mais vous dites donc comment vous voulez que le père s'abaisse, vous ? Déjà, il s'abaisse physiquement parce que il se met à hauteur de son enfant pour lui parler, pour lui dire ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Donc voilà, on s'abaisse déjà physiquement un certain nombre de fois, que l'on soit croyant ou non. Il se trouve que dans notre vie de parents, nous nous agenouillons, et c'est assez intéressant. Et donc, oui, alors c'est vrai que le père socialement et même parfois politiquement, on voit qu'il y a une grande indifférence de nos politiques vis-à-vis des familles en général, alors même qu'on voit mal comment un pays peut aller bien si la sphère familiale est perpétuellement inquiétée, voire non valorisée. Mais cet abaissement-là, c'est l'abaissement de la vie quotidienne, et j'ai envie de dire, vous savez, quand il y a un obstacle, soit on passe au-dessus, soit on passe en dessous. Peut-être que les pères, en étant fidèles à leur tâche de père quotidienne, vont porter un fruit bien plus grand que ces anciens pères à qui il était demandé d'être héroïques sur le champ de bataille, puis le champ de bataille est devenu le monde de l'entreprise. Et là, on a des nouveaux pères qui arrivent, qui font ces marches, ces pèlerinages, ces retraites, et qui veulent vraiment être là, et donc s'abaisser, être là, vivre parfois dans l'ombre lumineuse de leur épouse, comme Joseph vivait dans l'ombre lumineuse de Marie. Et ces pères-là, eh bien, je crois que vont finalement discrètement, comme le sol qui soutient nos pas, porter un grand fruit. Et justement, c'est drôle parce qu'avant, donc, le père, c'était un paysan, c'était un soldat, vous parliez des champs de bataille. Et aujourd'hui, comment la figure du père a évolué et comment elle peut encore susciter l'admiration de ses enfants ?
C'est vrai que c'est une bonne question. C'est comment susciter l'admiration de ses enfants. Il y a quelque chose d'ingrat dans la fonction sans doute actuelle du père, parce que je vous disais, c'est le sol sur le sol dont la femme a besoin, ne serait-ce que pour tomber enceinte, pour ne pas tomber dans le vide. Vous voyez, il est l'enceinte discrète, parce que l'enceinte, quand une femme est enceinte, ça n'est évidemment pas cette fine enveloppe de peau qui enveloppe l'enfant. C'est lui l'enceinte, c'est lui le sol. Et quand on entre dans une ville, on n'admire pas l'enceinte, on admire l'intérieur de la ville. Quand on entre dans une magnifique cathédrale, on n'admire pas le sol, mais les immenses vitraux, les voûtes, etc. Et le père donc a cette tâche un peu ingrate sans doute. Et quand vient l'âge ingrat des adolescents, c'est fascinant que ce soit appelé comme ça. Eh bien, il y a quelque chose de difficile, mais il y a quelque chose de profondément, j'allais dire viril. Qu'est-ce que c'est que la virilité? Ça peut être le sens païen de la virilité, qui est de briller sur le champ de bataille ou sur l'agora, après avoir huilé son corps. Bon, voilà les anciennes guerres qui étaient des moments de fête où l'homme célébrait, se célébrer et se montrer. Mais la virilité, c'est aussi, sans doute beaucoup plus en profondeur, une vertu, c'est-à-dire un combat intime. Et ce combat intime, ouvre sur la faculté de promettre à ceux qu'on aime une vie sans coup bas. En fait, la virilité, c'est la vertu de celui qui inspire confiance. Et sans doute la gratuité viendra après. Les enfants diront, eh bien, moi-même, j'ai voulu avoir des enfants parce que finalement, tu m'as inspiré cette confiance dans l'existence. Et je le vois bien en étant un adulte, cette confiance, tu l'as arrachée à mille et un soucis. Et donc justement, la virilité, c'est celui qui inspire confiance. Vous avez écrit donc Tu seras un homme aux éditions du CERF 2021, et donc évidemment c'est forcément lié à la paternité et le fait de devenir un homme. Et justement aujourd'hui il y a une déresponsabilité du père qui avec l'éclatement de la famille. Est-ce que vous pensez qu'il y a une crise de la virilité qui amène donc à une crise de la paternité? Oui, il y a une crise. Alors c'est intéressant parce que krinein en grec qui a donné crise, c'est aussi le moment de la décision. Donc pour voir le côté obscur, on pourrait dire oui, il y a une crise de la paternité, il y a une crise du seul fait que maintenant on peut même imaginer ne pas passer par le truchement du père pour avoir un enfant. C'est quand même quelque chose d'assez d'inédit finalement. Et en même temps, peut-être pour les papas, c'est se demander bien quelle est notre valeur ajoutée, quel est ce qui nous rend indispensable, sachant que quand on est dans l'humain, l'indispensable est rarement du côté de l'utilitaire. Il y a peut-être une présence inutile du père, il y a peut-être ce je ne sais quoi auquel les femmes sont assez sensibles, cette légèreté et cette capacité en même temps de prendre sur soi une charge qu'apporte un homme dans un foyer. Légèreté, hein, l'homme est toujours prêt à faire le fou, à s'amuser avec ses enfants, et en même temps, voilà, il y a en effet, je crois aussi que ce qu'on va redécouvrir là dans ces temps-là, c'est que finalement, et c'est ce que je dis dans Tu seras un homme, mais qu'est-ce que c'est qu'un homme? Eh bien, c'est tout ce qu'une femme n'est pas. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? C'est tout ce qu'un homme n'est pas. Et c'est même pas ce qu'on dit être la complémentarité, parce que pour moi, c'est même l'homme est pour la femme son propre mystère, et la femme est pour l'homme son propre mystère. Et c'est dans ces deux pauvretés, voilà, qui sommes-nous, que naît la richesse de la relation. Et je crois que ce qui va être décisif, c'est que finalement, on va se mettre vraiment à conjuguer nos existences, qu'on va se dire, mais la sagesse, c'est ni l'homme qui l'a, ni la femme qui serait l'avenir de l'homme. Non, je crois que l'avenir de l'homme, c'est la relation, c'est ce qui se joue dans ce qui n'est ni moi ni toi, mais qui est dans l'entre-deux de notre relation. Et je crois que ce qu'avaient désappris peut-être les hommes à un certain temps, c'est en effet de vivre conjugalement, de conjuguer leur vie. Voilà, et on leur demandait pas exactement ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille discuter de tout, parce que conjuguer sa vie, c'est savoir aussi parfois que l'autre voit mieux que nous, sait mieux que nous. Mais il n'empêche que il y a tout un horizon qui fait que ceux qui vont tenter ce pari qui est à mon avis le plus difficile de la vie avec l'autre et dans cette différenciation des sexes, pour tout cela il va y avoir des trésors qu'on va d'autant mieux goûter, qu'ils seront peut-être plus rares. Et justement les hommes sont de moins en moins confiants dans ce qu'ils sont,
Et donc, la relation n'est plus possible avec la femme, qui est en tout cas une tentation d'absorber l'homme, ce que vous dites, au sein du couple. Oui, c'est vraiment c'est ça. C'est vrai qu'il y a une tentation. C'est ça, une tentation. De toute façon, c'est toujours la même en fait. La tentation, il y a qu'une seule tentation, c'est celle d'être tout. Hein, c'est celle d'être tout. Alors qu'en fait, on advient à soi-même que par le truchement d'un autre, et peut-être plus l'autre et n'est pas moi, mieux c'est. Et en effet, il y a toujours la tentation. Peut-être que ça a été celle des hommes, peut-être que ce sera davantage celle des femmes, de penser qu'on devrait avoir le monopole. C'est très intéressant quand on fait de l'anthropologie de voir comment, par exemple, Alain Testard, un anthropologue dans les années 80, a montré qu'il y avait deux types de sang pour les tribus primitives et à peu près l'ensemble de l'humanité. Le sang qui coule naturellement, spontanément, c'est le sang des menstrues, le sang des femmes, et le sang qu'on fait couler volontairement, et c'est le sang de la chasse et des sacrifices, et c'est le sang des hommes, celui-là. Et il dit la division de la société, c'est toujours fait selon ces deux types de sang, et en effet, qu'on le veuille ou non, mine de rien, il y a cette différence, alors qui fait qu'il y a une irréductibilité. Alors cette irréductibilité, soit on en fait le lieu d'un conflit, d'un perpétuel malentendu, soit comme je le disais tout à l'heure, on en fait le lieu d'un mystère partagé. Et je crois que en réalité, la définition de la relation, c'est ça, c'est un mystère qui se partage. Mmh. Et justement, moi, je voulais revenir sur donc le temps partagé. Et on dit que donc, le père est de plus en plus absent dans la société et de plus en plus absent dans la famille. Et je voulais parler donc forcément de cet impact sur les enfants. Quel est l'impact majeur de cette absence de père ? Je ne suis pas psychologue ni sociologue, mais je dirais que moi, parfois, il m'arrive de dire ça à des amis qui nous confient ou qui me confient que c'est difficile, qui crient trop sur leurs enfants, etc. Je leur dis, bon, vous êtes encore ensemble. Vous êtes ensemble et vous tenez bon ensemble. Et d'ailleurs, vous souciez de votre ensemble. C'est-à-dire, vous tenez bon et au fond, offrir à l'enfant la structure symbolique sur laquelle il va pouvoir fonder sa vie, eh bien, j'ai envie de dire, c'est 80% du travail. Vous pouvez lire tous les bouquins d'éducation, de pédagogie, etc., tout en étant une mère seule qui doit s'occuper de 3 enfants, eh bien, c'est simplement difficile. Et donc, la famille comme ce lieu où la dissonance homme-femme trouve à consonner et offre à l'enfant cette pluralité de voix, de sons, de possibilités d'existence et de points de vue, eh bien c'est en effet énorme. Je crois que le père absent fait que l'enfant va se chercher et on voit davantage parce que maintenant ce qui se passe, c'est pas simplement le père absent, c'est l'enfant qui au sein de la maison s'absente, c'est-à-dire fait 80% de son éducation, même pas à l'école, mais sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube. Et donc, ajouter de l'absence du père fait que l'enfant ne peut même pas se projeter avec cette idée de, eh bien, je serai lui pour un garçon, et puis finalement, non, je serai tout sauf lui, et finalement, le moment de la synthèse, je serai peut-être un peu lui et un peu moi-même. Et donc, voilà, cette absence de père empêche, moi je crois que ce qui nous a fait du mal, c'est un peu dans les sciences humaines dans les années 70, on a beaucoup parlé de la fonction. D'accord, on disait, mais finalement, ce qui a remplacé la religion, la fonction religion, c'est le sport, par exemple. Comme si religion et sport étaient interchangeables. Il y a un très beau texte d'Hannah Arendt là-dessus. Et puis, on a parlé de la paternité comme d'une fonction. Moi, je crois que le père, c'est pas une fonction qui pourrait être remplie par n'importe qui. Le père, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est un corps, c'est une incarnation. Et en effet, je crois que pour que l'enfant puisse se poser, il doit s'opposer, et on ne s'oppose jamais mieux que quand on s'oppose à quelqu'un qui est là. Et donc,
indispensable d'être là. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais la fête des pères et la fête des mères, dans certains, on va dire écoles primaires plutôt, il y a donc des pédagogues qui voulaient changer le nom de fête des pères et fête des mères par la fête des gens qu'on aime. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, mais est-ce qu'il n'y a pas pourquoi il y a cette tentation d'effacer le nom de père et de mère aujourd'hui? C'est la fête des gens qu'on aime, voilà. Après on va enlever qu'on aime parce que qu'on aime, ça veut dire une élection, un attachement. Donc ça va être la fête des gens et à la fin ça va être la fête. Donc ce qu'on fait les vendredis soirs. J'avais un professeur de philosophie qui nous disait mais quoi vous sortez en boîte? Et en effet sortir en boîte c'est étrange. Mais voilà quand la fête devient elle-même son propre but, c'est un peu désespérant, un peu désespéré. Et en effet, il y a une sorte d'abstraction rampante dans nos sociétés. La fête des gens qu'on aime, on ne sait pas qui aime quoi. Au moins la fête des pères, oui. Alors on pourrait dire oui, il y a du conflit parce que moi, mon père, eh bien, c'est compliqué avec lui. Et ben moi, mon père, il est absent. Mais je crois que c'est précisément ça qui est intéressant, c'est de ne pas gommer le conflit. Il y a des douleurs qu'il faut vivre. Si c'est difficile avec notre père ou si le jour de la fête des pères et pour certains le jour de la fête d'un père qui est perdu, qui est décédé. Mais au fond, ces douleurs-là sont la vie, font partie de la vie. Et je crois que le pire, c'est de vouloir effacer les aspérités. En réalité, les aspérités sont toujours des lieux d'ascension, de croissance. Et donc, voilà, la fête des gens qu'on aime. Bon, on n'a pas encore osé la fête du parent 1 et 2, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que dès lors qu'on gomme la personne qui prend sur elle certains rôles, mais qui n'est pas une fonction, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de fonctionner, il s'agit de prendre sur soi un rôle qui est plus grand que nous, qui nous permettra d'autant mieux d'être la personne qu'on voudrait devenir. Et je crois que, en effet, c'est insubstituable et on peut mettre des choses abstraites, la fête des gens qu'on aime, la fête du parent 1, eh bien, on aura tout simplement, à la fin, perdu au change. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie si ce n'est une vie incarnée? Et je voulais parler donc de la conclusion de votre livre qui est être père, finalement, c'est être papa. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on a l'impression que c'est tout un programme et puis que finalement, être père, c'est tout simplement être papa. En fait, c'est ce qui m'a. Alors, je me souviens d'une sortie de Finkielkraut qui disait il n'y a plus de père, il n'y a plus que des papas. Voilà. Et au fond, pourtant, j'ai jamais vu un enfant qui commençait par appeler son père père, mais bien plutôt papa. Et papa, il y a quelque chose. Si vous voulez, ce qui est très très beau, papa, c'est le nom que l'enfant donne à son père. Et dans le livre, je dis aussi que être père, c'est être enfanté. On n'est pas père avant d'avoir des enfants. On est père par les enfants qu'on a, et donc il nous enfante à la paternité. Et le mot papa, eh bien, c'est la façon dont l'enfant m'appelle, et c'est aussi la façon dont l'enfant m'appelle vraiment, comme cette nuit d'ailleurs, à 4 heures du matin, parce qu'il y a un cauchemar. Papa, c'est ces deux syllabes qui trébuchent sur elles-mêmes, c'est le balbutiement de l'enfant. C'est le balbutiement. Simone Weil, la philosophe, disait que le cri était la technique la plus pauvre qui soit, parce que c'est la technique de l'enfant, c'est la technique qui nous confie à un autre que soi. C'est la technique qui dit « je ne sais pas faire ». Et donc je crie et donc j'appelle. Et je crois que je suis devenu père, moi, le jour où j'ai senti que le cri de mon enfant, l'appel de mon enfant vers moi était quelque chose qui m'était devenu irrésistible. Et donc, on rappelle donc que dimanche, c'est la fête des pères. Vous avez vous-même 4 enfants. Alors, est-ce que vous allez avoir des cadeaux absurdes? Oui, alors ils sont assez grands, vos enfants, maintenant. Est-ce que vous allez avoir des statues de pâte à sel ou des coloriages ou Ah non, mais j'aime bien ces traditions-là. J'ai un enfant de 15 ans, alors je sais même pas si j'aurai un cadeau. Et puis après, 12 ans, 10 ans, faut voir. Enfin, 10 ans, c'est CM2, je pense que j'aurai quelque chose, au moins un très beau poème. 3 ans, je vais avoir quelque chose. Alors, là où je suis, en Alsace, j'ai encore des décapsuleurs, par exemple, ce qui est quand même très politiquement incorrect. Mais moi, je me souviens des cendriers que je faisais pour ma maman. Donc voilà. Donc, sur les cadeaux absurdes, j'aime bien. J'avoue que j'ai 2 décapsuleurs avec des cheveux que m'a fait ma fille quand elle était en école primaire et ça me touche beaucoup. Eh ben, on sait vivre en Alsace. Merci beaucoup, Martin
Stephens. On rappelle le titre de votre livre « Être père, c'est » aux éditions Salvator. Donc si vous cherchez un cadeau pour votre père dimanche, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Martin Stephens. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.